Le film commence quelque part dans le désert du Sahara, où notre protagoniste, Jacques, arrive pour mener une enquête. Quelques semaines plus tôt, une équipe de scientifiques dirigée par un professeur nommé Bormand avait été envoyée pour étudier ce site de forage. Mais une tempête de sable soudaine a frappé la région, et aucun des 25 membres de l'équipe n'a donné de nouvelles depuis 3 jours. Par conséquent, Jacques, qui travaille pour une compagnie d'énergie, est venu seul pour retrouver les scientifiques. À son arrivée, Jacques découvre un endroit déserté, sans aucune trace de présence humaine. Il entre dans l'installation, mais il n'y a personne non plus, et plusieurs vêtements et bottes sont éparpillés sur le sol. Il avance jusqu'à atteindre une grande chambre froide remplie de viande provenant de divers animaux. Il y a également un cadavre enveloppé dans du plastique, mais Jacques ne le remarque pas et quitte la pièce. En explorant l'installation, il commence à entendre des bruits inquiétants au loin. Jacques prépare son arme et part enquêter, mais il ne parvient pas à localiser la source du son. Il découvre bientôt une pièce avec des messages arabes énigmatiques griffonnés avec du sang sur les murs. Il y a même des traces d'un rituel dans lequel un chacal a été écorché et sacrifié. Cela choque Jacques, qui se précipite immédiatement vers sa Jeep. Il communique ensuite avec son quartier général via radio et envoie des photos des inscriptions pour qu'elles soient traduites. Plus tard dans la nuit, Jacques se détend dans l'une des pièces et commence à lire des documents qu'il a trouvés. Il découvre que les scientifiques avaient l'intention d'utiliser l'exploration géocentrique pour trouver de nouvelles créatures thermophiles capables de survivre à des températures élevées. Il trouve également une vidéo des scientifiques célébrant leur succès, indiquant qu'ils avaient réussi leur mission. Plus tard, alors que Jacques dort dans son véhicule, il se réveille soudainement à cause de bruits étranges. Il est horrifié de voir plusieurs mains essayant de l'atteindre à travers la fenêtre. La vision disparaît rapidement, mais Jacques est tellement terrifié qu'il prend sa couverture et retourne dormir à l'intérieur de l'installation. Le lendemain matin, il poursuit son exploration et découvre une pièce avec du café fraîchement préparé. Cela lui fait comprendre que quelqu'un d'autre vit ici. Jacques se rend immédiatement à son véhicule et se prépare à informer le quartier général de sa découverte. Mais il est interrompu lorsqu'il aperçoit une femme faisant du jogging au loin. Jacques raccroche et la suit alors qu'elle entre dans la salle de bain pour prendre une douche. Il exige alors de savoir ce qui se passe et qui elle est. La femme révèle que son nom est Jenny Christensen et qu'elle faisait partie de l'équipe de scientifiques. Elle affirme que le professeur Bormand est mort et qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. En entendant cela, Jacques retourne à sa radio et informe le quartier général à propos de Jenny. Il veut revenir, mais son supérieur lui ordonne de rester et de continuer à recueillir des informations. Jacques n'a d'autre choix que d'obéir, alors il retourne à l'intérieur et découvre un cadavre dans la chambre froide. Jenny arrive et révèle qu'il s'agit du médecin en chef, mort d'une crise cardiaque. Il y a aussi le corps du docteur Bormand, qu'elle affirme avoir été assassiné par leur chef géologue. Jenny supplie qu'il parte immédiatement, mais Jacques, méfiant, l'ignore. Par la suite, les deux passent l'après-midi à faire connaissance, et Jacques révèle que sa femme est décédée il y a longtemps. Il exige d'en savoir plus sur le projet, alors Jenny l'emmène près d'un trou et lui révèle qu'ils ont creusé à environ 9000 de profondeur à cet endroit. Après cela, Jacques jette un morceau de papier dans le trou, mais Jenny explique qu'il faut 5 minutes pour qu'un objet atteigne le fond. Jacques regarde alors à l'intérieur et voit une vision de mur taché de sang, ce qui le fait se sentir étourdi. Il demande pourquoi elle n'apparaît pas dans les vidéos de célébration, ce à quoi Jenny répond qu'elle était celle qui les filmait. À ce moment-là, Jacques est frappé à la tête par quelque chose et s'effondre au sol. Jenny s'approche alors de lui et le ramène au laboratoire à l'intérieur. Plus tard, elle enferme Jacques dans une pièce et se rend à sa Jeep. Elle tente de s'échapper mais est déçue de ne pas trouver les clés. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'installation, Jacques reprend conscience et remarque du sang coulant du plafond. Le sang commence bientôt à couler en grande quantité, le plongeant dans un état de panique. Jacques tente de s'échapper mais découvre que la porte est verrouillée. Juste au moment où il commence à perdre espoir, Jenny arrive, et le sang disparaît soudainement. Il lui raconte anxieusement ce qui s'est passé, mais elle rejette cela comme une simple hallucination et lui conseille de se reposer. Après quelques heures de repos, Jacques retourne à sa Jeep et parle avec le quartier général. Il est choqué d'apprendre qu'il n'y avait aucune femme dans l'expédition et qu'il n'existe aucun dossier concernant une personne nommée Jenny. Après l'appel, Jacques la retrouve immédiatement et la confronte à ce qu'il vient d'apprendre. Jenny le conduit à l'intérieur et admet que les femmes n'étaient pas autorisées sur le site en raison de contraintes budgétaires empêchant des quartiers séparés. Mais elle voulait désespérément faire partie de l'équipe, alors le professeur Bormand a falsifié son nom et son genre. Pour le convaincre, Jenny diffuse une vidéo datant d'une semaine où on la voit en tenue de laboratoire, travaillant sur le site. Un Jacques confus exige alors de savoir ce qui s'est réellement passé sur le site. Jenny finit par révéler que lorsque le projet a atteint une profondeur de 9000, le forage a percé une caverne souterraine. Ils ont descendu un dispositif d'écoute dans la caverne, qui a enregistré des sons étranges.
Jenny joue l'enregistrement et ils entendent des milliers de voix hurlant de douleur et d'horreur. Elle révèle que l'équipe a supposé qu'ils avaient percé jusqu'en enfer. Peu de temps après, tout le monde sur le site a commencé à avoir des hallucinations de proches décédés. Cela a provoqué de l'hystérie et de la violence, beaucoup sont morts, tandis que les autres ont disparu. Jacques n'est pas sûr de la croire, mais il trouve l'enregistrement profondément troublant. Ailleurs, au quartier général, nous voyons les collègues de Jacques analyser les photos des phrases arabes qu'il a envoyées. L'un des hommes, qui comprend la langue, révèle que cette phrase est utilisée pour invoquer un diable séduisant qui s'en prend aux hommes. Il explique qu'au début, elle leur cause des problèmes et finit par les pousser à se donner la mort. Le soir, Jacques explore l'endroit lorsqu'il voit soudain une vision de sa défunte épouse, Suzanne, en robe bleue. Cependant, il reprend vite ses esprits et réalise qu'il s'agit en réalité de Jenny, qu'il invitait à dîner. Les deux s'assoient pour manger, et Jenny surprend Jacques en préparant un gâteau puisque c'est son anniversaire. Il est choqué qu'elle le sache, mais elle prétend avoir vérifié sa carte d'identité. Quoi qu'il en soit, Jacques est malheureux à propos de son anniversaire, car ce même jour, il y a 6 ans, sa femme s'est tragiquement donné la mort ainsi qu'à leurs 2 enfants. Jacques admet qu'il était policier et toujours occupé par son travail. Cela a amené sa femme à soupçonner une liaison, ce qui l'a finalement poussé à commettre l'irréparable. Jacques se sent encore coupable d'avoir travaillé le jour de son anniversaire au lieu de rester avec sa famille. Ému, Jenny s'approche pour le réconforter. Peu à peu, ils commencent à s'embrasser passionnément. Mais Jacques voit soudain une vision de Suzanne au loin, ce qui le pousse à s'arrêter et à partir. Plus tard dans la nuit, Jacques essaie de dormir quand il est approché par sa femme décédée. Mais elle se transforme bientôt en Jenny, qui le rassure en disant que tout va bien. Elle commence à le séduire de nouveau, et ils finissent par avoir des rapports sexuels. Après que Jacques s'endort, il rêve encore de Suzanne pointant une arme sur sa tête et l'accusant d'infidélité. Elle tire ensuite sur leurs enfants devant lui avant de se donner la mort, laissant Jacques horrifié. À son réveil, Jacques se retrouve nu et seul dans le lit. Il s'habille rapidement et cherche Jenny, mais elle est introuvable. Jacques se dirige alors vers la salle de bain, où une créature terrifiante au corps en décomposition l'attaque. Il s'enfuit, terrifié, mais Jenny l'approche rapidement, le calme et lui assure que tout va bien. Après un moment, Jenny part faire un jogging, tandis que Jacques regarde la vidéo qu'elle lui avait montrée pour prouver qu'elle travaillait là. Cependant, il est choqué en y apercevant son propre chapeau, ce qui signifie qu'elle l'a filmé récemment. Jacques contacte immédiatement son équipe et leur demande de venir avec du renfort. Il charge ensuite son arme et commence à chercher Jenny pour l'affronter. Pendant sa recherche, Jacques tombe accidentellement dans une fosse remplie de crânes humains et de boue. Il parvient à en sortir avec beaucoup d'efforts et retourne précipitamment à l'installation. Plus tard, alors que Jacques prend un bain, Jenny apparaît et s'approche de lui par derrière. Mais il l'attaque immédiatement avec la tringle de douche et l'accuse d'avoir tué tout le monde. Il regrette vite ses actions et part chercher une trousse de premiers secours pour la soigner. Cependant, à son retour, Jenny a déjà disparu de la salle de bain. Il commence à la chercher dans toute l'installation lorsqu'elle réapparaît et l'attaque. Jacques parvient d'une manière ou d'une autre à lui échapper et s'enferme dans une pièce. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, il voit Jenny le fixer avec des yeux rouges, ce qui le terrifie. Peu après, Jacques fouille les lieux et trouve un CD laissé par le professeur Bormand. Il visionne la vidéo où Bormand explique avec urgence que le diable a été libéré. Le professeur révèle également que ce diable peut prendre diverses formes et manipuler les gens, mais qu'il ne faut surtout pas lui faire confiance. En entendant cela, Jacques est stupéfait et suppose que Jenny est le diable dont parlait le professeur. Alors qu'il quitte la pièce quelque temps plus tard, il commence à entendre les voix des membres décédés de sa famille. Jacques suit les voix et finit par se retrouver dans la cuisine, où Jenny cuisine. Elle l'accueille avec un sourire et admet qu'elle est bel et bien le diable et qu'elle s'amusait simplement avec lui. L'homme terrifié essaie de lui tirer dessus, mais son arme se transforme soudainement en briquet, et Jenny éclate de rire de manière maniaque. Elle affirme que s'il lui vend son âme, elle le laissera enfin tranquille. N'ayant pas d'autre choix, Jacques accepte, et Jenny lui ordonne de dire « Lucifer, je te vends mon âme » 6 fois. Le pauvre homme obéit, mais on comprend que Jenny faisait tout ce cinéma uniquement pour se rapprocher de lui et voler les clés de son véhicule. Elle finit par les attraper et informe Jacques qu'il est désormais libre. Jenny se dirige alors vers la Jeep et décide de quitter cet endroit pour de bon. Mais après réflexion, elle réalise qu'elle ne peut pas se résoudre à abandonner Jacques. Pendant ce temps, Jacques a une autre hallucination où sa famille décédée célèbre son anniversaire. Cette fois, il choisit de rester avec eux et souffle les bougies de son gâteau. À ce moment-là, Jenny apparaît à l'extérieur et lui demande de venir avec elle. Cependant, Suzanne devient hystérique et commence à l'accuser de la tromper avec cette femme. Jacques refuse d'abandonner sa famille, mais Jenny affirme qu'ils ne sont pas réels et qu'il ne s'agit que de son imagination.
Bientôt, sa famille se transforme en carcasse d'animaux, et Jacques réalise que Jenny avait raison. Les deux montent ensuite dans la Jeep pour partir, mais Jacques voit à nouveau une vision de sa femme. Il suppose que Jenny est le diable essayant de le tromper et la poignarde donc à l'abdomen avec un tournevis. Cela la pousse à sortir immédiatement du véhicule et à courir dans l'installation pour chercher des premiers soins. Jacques, de son côté, prend de l'essence dans sa Jeep et entre à l'intérieur. Il en verse partout et y met le feu. Quelques instants plus tard, Jacques se sent étourdi et remarque un monstre qui s'approche de lui. Mais il s'avère heureusement que c'est un membre de l'équipe de secours. Il demande où est Jenny et révèle également qu'elle est en réalité une vraie personne. Un Jacques choqué pointe alors vers la maison en flammes, et ils parviennent à la sauver à temps. Le lendemain, Jacques rencontre ses supérieurs et apprend que la caverne s'est formée il y a des millions d'années, emprisonnant une grande quantité de matière biologique. Lorsque la caverne a été percée, elle a émis des nuages de spores provoquant des délires et des hallucinations. Jenny faisait bien partie de l'équipe, mais elle a été moins affectée car ses quartiers étaient séparés du complexe principal. Les autres scientifiques sont toujours portés disparus et, d'après les empreintes éparses, ils pourraient être quelque part dans le désert. Lorsque Jacques s'enquiert de l'enregistrement, son supérieur le rejette comme des bruits aléatoires causés par des courants d'air étranges autour du site de fouille. Dans l'après-midi, Jacques rend visite à Jenny, qui se remet à l'hôpital. Il s'excuse de l'avoir poignardée, mais elle le rassure en disant que cela ne la dérange pas. Pendant leur conversation, Jacques remarque un CD dans son sac, que Jenny avait autrefois joué pour lui prouver qu'elle était l'une des scientifiques. Jacques fait semblant de la serrer dans ses bras et glisse discrètement le CD dans sa poche avant de partir. Il retourne ensuite voir ses supérieurs et leur fait écouter le CD, essayant de prouver que Jenny est une imposture. Jacques montre son chapeau en arrière-plan, ce qui signifierait qu'elle a fabriqué la vidéo. Cependant, ses supérieurs examinent attentivement les images et réalisent qu'il ne s'agit pas d'un chapeau, mais d'un casque de sécurité. Ils voient également des images de Jenny interagissant avec les autres membres de l'équipe, prouvant qu'elle faisait bien partie de l'équipe. Les supérieurs sont alors contrariés par le comportement de Jacques et décident de lui accorder un congé pour qu'il se concentre sur sa santé. Par la suite, un Jacques plein de remords rend à nouveau visite à Jenny à l'hôpital pour s'excuser. Mais en s'approchant de sa porte, il la voit se transformer en une femme horrifique, riant de manière maniaque. Jacques, pensant encore une fois que Jenny est le diable, s'empare de l'arme d'un collègue pour lui tirer dessus. Le collègue tente de l'en empêcher, mais l'arme se déclenche pendant la lutte, et du sang éclabousse le mur. Cela ramène enfin Jacques à la réalité, et il découvre que la silhouette terrifiante qu'il avait vue était en fait une vieille femme atteinte de maladie de peau. Heureusement, Jenny va bien, et tout ce que Jacques a touché, c'est une poche de sang utilisée pour sa transfusion. Dans la scène finale, un Jacques épuisé sort de la chambre d'hôpital, mais il est toujours hanté par des visions de sa défunte épouse. Elle lui dit de mettre fin à ses jours, et Jacques lutte pour différencier la réalité de ses hallucinations. Le film se conclut lorsque notre protagoniste succombe finalement au tourment et met fin à ses jours.